Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce vendredi 8 avril, il y a encore la mobilisation des parents d'élèves, des enfants et des enseignants. Ils étaient 1 millier à manifester devant le rectorat aujourd'hui contre la carte scolaire de la rentrée prochaine. 700 élèves en plus et 28 enseignants en moins dans l'Hérault pour le premier degré. Patrick Toledano, secrétaire académique du syndicat SNUIPP-FSU, est notre invité ce soir. Des espaces verts entretenus sans pesticides ni désherbants, c'est possible. Et ça se passe à Pérols, un procédé écologique et économique, alors que s'achève la semaine du développement durable. Sport avec entre autres du foot ce dimanche, 17h à la Mosson, le MHSC reçoit Nice. Alors qu'on a appris la suspension record d'Emir Spahic pour 7 matchs. Ce matin en entraînement, l'ambiance était plutôt sereine. Les footballeurs montpelliérains assurés du maintien du club en Ligue 1, la saison prochaine vont-ils devenir plus offensifs? Élément de réponse dans cette édition. Mais pour commencer ce journal, un mot de météo. L'été est déjà là, on a dépassé les 30 degrés. Cet après-midi, 33 degrés à 13h20 à Montpellier. Sur la station de Fréjorgues, un record pour un 8 avril depuis 1946. Une aubaine aussi pour les paillotes qui démarrent leur saison. Hier soir, c'était l'ouverture d'une de ces plages privées du côté de la Grande Motte. Nos journalistes n'ont pas compté leurs heures de travail pour recueillir quelques réactions. Écoutez les premiers fêtards des plages au micro de Ghislain Fondevilla et Louis Monziès. Moi, c'est la première fois que je découvre ici la paillote de la plage des Bikinis. Donc je ne sais pas, ça a l'air de bien se présenter. Le soleil nous a accueillis cette journée montpelliéraine. C'est très agréable, ça marque le début de la saison, ça promet un bel été. Et on est content parce que ça y est, c'est la première soirée de l'été, il y a du monde, il y a la plage juste à côté, on entend les vagues, c'est génial. Allez, on est tous très contents de recevoir, d'être là, auprès de Jeannot, à la plage des Bikinis. Ça lance la saison, on attend le chaleur, on attend l'été et pour nous, on n'attend que ça aujourd'hui. Le Conseil départemental de l'éducation nationale s'est donc réuni cet après-midi pour valider le nombre de classes et les effectifs d'enseignants du premier degré pour la rentrée prochaine. Une réunion boycottée par les enseignants, les parents d'élèves et les politiques qui ont manifesté bruyamment avec de nombreux enfants sous les fenêtres du rectorat. Ils étaient 1 millier cet après-midi. Depuis mardi, on connaissait déjà les chiffres clés de cette rentrée 2011. 72 fermetures de classes pour 50 ouvertures, 28 suppressions de postes d'enseignants alors que 700 élèves de plus sont attendus en septembre dans les écoles maternelles et élémentaires du département. Aujourd'hui, 40% des écoles étaient fermées. Les parents et les enseignants ne décolèrent pas. Bonsoir Patrick Toledano. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire académique du SNUIPP-FSU, syndicat d'enseignants du premier degré. Une question assez rapide, puis on se retrouve plus longuement à la fin du journal. Il y avait l'inquiétude des parents, des enseignants. Maintenant, c'est plutôt la colère, l'exaspération. La sauce commence à monter vraiment et la colère aussi. Écoutez, il y a une potion qui ne passe pas et qui ne peut pas passer. Nous sommes un département en croissance démographique, vous l'avez annoncé, c'est en fait 709 élèves en plus dans la prévision de l'inspection académique. Et pour accueillir ces élèves en plus, nous avons des moyens en moins, 28 postes supprimés. Une école sur 10 est touchée dans ce département et pratiquement tous les compartiments de la scolarisation sont touchés, que ce soit des classes en moins, des remplaçants en moins, de l'aide aux enfants en difficulté en moins. Les parents ont compris ça et ne l'acceptent pas. On va en reparler, on se retrouve tout à l'heure pour continuer sur ce sujet. Tout autre chose, le 29 mars dernier, nous vous parlions de ce camp de Roms évacué dans le quartier de Gare au Sud. Des Roms qui avaient tenté de rejoindre d'autres camps pour finalement atterrir sur un ultime terrain dans la soirée. À ce moment-là, des heurts violents avaient éclaté avec les forces de l'ordre. Un policier avait été frappé par un Roumain. Cet après-midi, le collectif de soutien aux Roms tenait une conférence de presse pour préciser les circonstances de la bagarre et les conséquences pour les Roms. Je vous propose d'écouter Jean-Charles Tadei de la Ligue des droits de l'homme. Il est revenu tout à l'heure sur le déroulement de cette journée agitée du 29 mars au micro de Louis Monziès et Louis Tolleron. Lorsqu'ils ont été expulsés, ils se sont dirigés vers des terrains qui, c'est vrai, avaient bénéficié d'un accompagnement des collectivités territoriales, mais qui étaient au maximum de leur remplissage. Donc, ils ne pouvaient pas rester sur ces terrains. Et donc, du coup, on leur a dit de trouver d'autres terrains. Mais malheureusement, ils ont été, après des pourparlers toute la journée, de nouveau contrôlés en fin de nuit. Et donc, ils avaient l'impression, en quelque sorte, d'après ce qu'on a compris, qu'ils n'arriveraient pas à avoir une nuit
disons, normale. Donc ils ont pris peur et je pense que le fait qu'il y ait eu un affrontement avec les policiers à ce moment-là est dû à cette chose-là. Donc du coup, après, il y a eu 5 personnes en garde à vue. Donc pour l'instant, on n'a pas de suite judiciaire, on ne sait pas ce qu'il en est. Je crois que le policier est à peu près rétabli, mais on est désolé de cette situation parce que c'est vraiment parce qu'en amont, on n'a pas traité, soit avec le collectif, soit avec les autorités, d'une façon tout simplement sociale, ce déplacement. Des espaces verts entretenus sans pesticides ni désherbants, ça existe notamment sur la commune de Pérols depuis plusieurs années. Les pelouses, les bacs fleuris sont traités de la façon la plus naturelle possible. C'est écologique et économique au moment où se termine la semaine du développement durable. Reportage à Pérols, Louis Tolleron, Bastien Amalou. Zéro pesticide, c'est possible. La ville de Pérols a relevé le défi. Depuis de nombreuses années, la commune s'engage au respect de la nature. La municipalité utilise des techniques alternatives. Plantation de végétaux méditerranéens, désherbage thermique, arrosage au goutte à goutte, débroussaillage et brosse spéciale pour la coupe de l'herbe au bord des routes. Au tour des habitants de prendre conscience de l'importance de ces méthodes. On a formé nos agents aussi à discuter avec la population dans les opérations de sensibilisation que l'on met en place, donc jardins sans pesticides, nos jardins familiaux qui vont s'ouvrir où on a mis un règlement intérieur et dans lequel il y aura des animations, des bourses aux plantes. Cette communication avise les habitants sur les risques de l'utilisation intensive de l'eau et des pesticides. À ce sujet, une conférence s'est tenue. Pendant plus de 2 heures, des professionnels sont intervenus pour avertir la population sur les différents dangers. Ces pesticides ne sont pas bons pour la santé. Il y a des effets cumulatifs et on les constate notamment sur les eaux souterraines où on a plusieurs matières actives qui viennent s'ajouter et tout ça, ça aboutit à une concentration totale en produits pesticides qui est importante avec des risques conséquents pour la santé. Avec 40% des pesticides qui finissent dans nos cours d'eau, l'objectif pour les États de l'Union européenne est d'atteindre un bon état des eaux d'ici 2015. Préparez-vous donc à ranger le désherbant et à ressortir les sécateurs. L'enseigne Lidl recrute dans la région une centaine de salariés en CDI et CDD. Ce samedi de 9h à 18h, des pré-entretiens et des rencontres avec les candidats sont organisés sous un chapiteau installé sur le parking du supermarché à Latte. Je vous propose d'écouter la directrice des ressources humaines de Lidl. Elle fait le point sur les postes concernés par ce recrutement au micro de Marlène Mec. Les différents postes sont nos postes récurrents d'abord en magasin, donc caissier, employé, libre-service, responsable de magasin et responsable de réseau. Et également pour notre entrepôt. Alors pour la journée de demain, ce sera pour l'entrepôt le plus proche situé à Lunel, pour les postes de préparateur de commandes. La consommation électrique repart à la hausse dans la région. C'est ce qui ressort du bilan publié cette semaine par RTE, le réseau de transport d'électricité. Double particularité du Languedoc-Roussillon, des pics de consommation nombreux et élevés et une part de plus en plus importante des énergies renouvelables. Explication, Marlène Mec et Pierre-Paul Castelli. C'est une priorité à la fois pour l'économie, pour l'environnement, pour le pouvoir d'achat. Petit problème dans l'ordre des sujets, on parlait d'énergie solaire. Voilà, on va revenir sur la consommation électrique qui repart donc à la hausse. Le bilan RTE, c'était hier, réseau de transport d'électricité. Donc, double particularité, je le disais, Languedoc-Roussillon, des pics de consommation plus nombreux, élever une part de plus en plus importante des énergies renouvelables. Le point avec Marlène Mec. Bon, on passe à autre chose, on verra ce sujet lundi dans le journal. Alors justement, la part de l'énergie solaire devrait continuer à augmenter en Languedoc-Roussillon. Ce matin, la région, la Banque européenne d'investissement et 3 banques régionales ont signé un accord pour la création d'un fonds voltaïque de 400 millions d'euros d'ici 2014. Objectif, financer l'installation de panneaux solaires, producteurs d'électricité pour les collectivités, les entreprises et les associations qui souhaitent investir dans ce domaine. La production devrait atteindre à terme les 200 mégawatts, soit la consommation électrique de 240 000 habitants, avec en plus un enjeu économique, car l'industrie photovoltaïque pourrait représenter plus de 1000 emplois. Afin d'aider au développement de cette filière, des prêts consentis par les banques à des taux inférieurs à ceux du marché aideront les organismes publics et privés dans leurs équipements en panneaux solaires. On écoute le président de région, on avait commencé à l'écouter tout à l'heure, le président de région Christian Bourquin et le président de la Banque européenne d'investissement au micro de Pierre-Paul Castelli. C'est une priorité à la fois pour l'économie, pour l'environnement,
pour le pouvoir d'achat. Nous avons su réunir dans notre creuset et l'Europe par sa banque européenne et les autres banques pour leur dire voilà, travaillez en confiance parce que c'est la région qui vous donne le cap, qui vous montre le chemin. Ce serait très arrogant d'abord de la part d'une institution européenne de décerner des bons et des mauvais points sur qui est bon et qui n'est pas bon. Si je viens aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'on a confiance dans la région Languedoc-Roussillon. Nous avons déjà eu des projets à Montpellier, notamment le tramway. Nous avons d'autres projets sur le secteur des transports. Aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. Ça montre bien qu'il y a un véritable partenariat qui s'est créé. C'est une règle permanente pour la Banque européenne d'investissement. On n'apporte jamais plus de 50% du projet. Pourquoi ? Pour avoir un effet des multiplicateurs. En apportant 1 euro européen, on demande aux banquiers locaux d'apporter aussi 1 euro local. Et comme ça, avec 200 millions, on mobilise 400 millions d'euros. On continue dans l'électricité. Nous avons retrouvé le sujet de RTE, le réseau de transport d'électricité, avec le bilan annuel. Je vous rappelle donc pour la 3e fois, double particularité de Languedoc-Roussillon, des pics de consommation nombreux et élevés et une part de plus en plus importante des énergies renouvelables et notamment le solaire. Un reportage de Marlène Mec et de Pierre-Paul Castelli. Plus 6,5% en un an, la consommation électrique augmente de plus en plus vite dans la région. Une hausse 2 fois plus importante que dans le reste de la France. Pour le réseau de transport d'électricité, cette augmentation est due au flux des nouveaux arrivants en Languedoc-Roussillon et aux conditions météo. Cette augmentation de la consommation est effectivement liée aux périodes froides qu'on a connues en début et fin d'année, avec une forte augmentation de la consommation des clientèles domestiques, plus 7,7% sur la région. Et on constate effectivement sur les régions du sud-ouest, en particulier en Languedoc-Roussillon également, des pics de consommation l'été liés aux nouveaux usages de l'électricité, en particulier aux climatiseurs. Des pics qu'il faut gérer au coup par coup puisque l'électricité ne se stocke pas et c'est d'autant plus difficile que les énergies renouvelables prennent une part de plus en plus importante dans la production d'électricité. Le parc photovoltaïque par exemple a doublé en un an et là aussi il faut gérer la météo. Donc ces sources d'énergie posent simplement le problème de leur intermittence et de leur prévisibilité, puisque effectivement les éoliennes produisent quand il y a du vent et il n'en faut pas trop parce qu'autrement elles s'arrêtent, et donc l'énergie photovoltaïque est aussi fluctuante. Donc ça nous a amené à développer des outils spécifiques pour, à partir de données météo, être capable de prévoir les flux d'énergie qui seront injectés sur le réseau de transport. Pour intégrer toutes ces nouvelles contraintes et mettre le réseau électrique de la région à niveau, 50 millions d'euros ont été investis en 2010. On ouvre la page sport de ce journal avec plusieurs rendez-vous ce week-end. Dernière journée de championnat de volley-ball, importante pour Montpellier 7. Du hockey sur glace avec les Vipers qui reçoivent Bordeaux avec Vegapolis. Ce sera samedi à 19h30. Premier match des playoffs, donc un match très important. Et puis en water-polo, il y aura le choc Montpellier-Marseille. Toujours samedi à 20h30. C'est à la piscine olympique d'Antigone. Vous pourrez voir les images, tous les résultats dans Sport Sud à partir de 18h30 avec Olivier Brachard. Lundi, bien évidemment. Enfin, dimanche à 17h25, handball avec le MHB qui reçoit Dunkerque, qui est un peu plus tôt dans l'après-midi, à 17h. Coup d'envoi du match de foot entre le MHSC et Nice à la Mosson, alors qu'on a appris la suspension record d'Emir Spahic, exclu pour 7 matchs. Le MHSC est à présent sûr de son maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Les footballeurs montpelliérains sont-ils plus sereins ? Vont-ils pouvoir se lâcher un peu plus, se montrer plus offensifs ? Élément de réponse avec Olivier Brachard. Vigilant sur sa ligne, Geoffrey Jourdain est un des grands artisans de la victoire à Toulouse. Emir Spahic, lui, est un des grands perdants de cette fin de saison. La sentence est tombée hier soir, 7 matchs de suspension pour son penchant répétitif pour les coups de coude. Même si le MHSC fait appel, le Bosnien manquera la finale de la Coupe de la Ligue. Le groupe s'en remettra. On préfère retenir le nombre de points au classement, un petit 42, synonyme de maintien. C'était l'objectif annoncé par le club à chaque rendez-vous avec la presse. Alors, qu'est-ce que ça change, René, ces 42 points au compteur ? De la sérénité. Moi, je pense que c'est au niveau de la sérénité que c'est important de ne pas se dire oh, putain, ouais. Parce que des fois, quand je sais pas, tu es de la région, tu sais, quand tu es dans l'arène, que tu rasettes un petit peu, quand il y a le taureau au cul,
plus tu vas aller vite, plus tu moulines et plus il te rattrape. Donc il faut rester très délié, et pas manquer le marchepied, bien sauter, bien s'attraper au théâtre. Et le taureau, il te regarde, il ira le coup d'après, et peut-être je l'attraperai. Dans son arène, le MHSC est fébrile. 3 défaites sur les 4 derniers matchs à la Mosson. Était-ce la peur de mal faire? En tout cas, avec ce maintien assuré et la sérénité affichée, le MHSC devrait être plus ambitieux dans le jeu. Une fois seulement, cette saison, l'équipe a marqué plus de 2 buts dans un match. C'était fin septembre face à Arles-Avignon, la lanterne rouge. Mais c'est vrai qu'on avait toujours cette notion de bloc qui est important à nos yeux, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin... Voilà, je pense que c'est ce qui nous manque sur l'ensemble de la saison, de se libérer offensivement et d'aller au bout des choses. Que Montpellier se rassure, Nice, l'adversaire du week-end, n'est pas plus en réussite offensivement. Les Aiglons n'ont marqué que 21 buts en 29 rencontres. Voilà, MHSC Nice à suivre donc dimanche à partir de 17h à la Mosson. Un petit mot de rugby, un petit rappel. Ce soir, le MHR se déplace à Paris pour affronter le Stade Français dans le cadre des quarts de finale, pour un quart de finale de Challenge européen. Coup d'envoi à 20h45. Rebonsoir, Patrick Toledano, je le disais en ouverture de ce journal, la colère des parents, d'élèves, des enseignants ne cesse de croître, des élus aussi, on en a vu pas mal cet après-midi au cours de la manifestation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire académique du SNU-EPP-FSU, syndicat des enseignants du premier degré. Alors je reparlais de ces fameux chiffres de cette rentrée 2011 dans l'Hérault, 72 classes supprimées en septembre contre 50 ouvertures, 28 postes d'enseignants en moins au total, 709 élèves en plus, vous l'avez indiqué tout à l'heure. On a du mal à comprendre le paradoxe justement entre le nombre d'élèves en plus et puis ces enseignants, nombre d'enseignants qui disparaît. L'inspecteur d'académie qui est venu sur ce plateau mardi face à ses prévisions pour septembre, il nous disait que l'éducation, comme les autres postes de dépenses de l'État, devait faire un effort d'économie. Vous comprenez cette position ? C'est difficile de comprendre qu'on choisisse de faire des économies sur ce qu'est l'avenir de la nation, c'est-à-dire ses enfants, aussi ses futurs salariés, bien sûr, puisque nos enfants sont amenés à devenir la population active de demain. Il convient de les former du mieux possible. Les objectifs de l'ensemble des gouvernements de l'Union européenne en matière de prospective économique, c'est de constituer ce qu'on appelle une économie de la connaissance, donc avec une population qui a un haut niveau de formation et un haut niveau de qualification. On n'en prend pas le chemin en supprimant des postes à l'école élémentaire alors qu'on y a des élèves en plus, ce qui veut dire que les taux d'encadrement, la possibilité d'accompagner l'ensemble des enfants vers la réussite scolaire, ça se dégrade. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne passe pas. Et c'est une logique comptable pure. C'est une logique purement comptable qui ne prend absolument pas en compte cet enjeu majeur qu'est le devenir de la société à travers ces enfants qui sont dans le système de formation. Ce qui fait qu'il y a une ébullition actuelle, non seulement dans le département de l'Hérault d'ailleurs, mais dans les 3/4 des départements de France, puisque c'est en ce moment que se discutent ces mesures de carte scolaire pour la rentrée prochaine, que le gouvernement a choisi de reporter au-delà des élections cantonales, avec le résultat qu'on sait, alors que d'habitude on traite ces questions au mois de février. C'est l'ensemble des parents et l'ensemble des élus. Et ce qui est tout à fait surprenant, et c'est la première fois que je vois ça, moi, de ma vie de syndicaliste et d'enseignant d'ailleurs, c'est que les élus de tous bords sont dans la rue, à côté des parents d'élèves. Nous avions le maire UMP de Saint-Gély-du-Fesque ce matin devant l'inspection académique, qui était très très en colère, qui venait d'être reçu par l'inspecteur d'académie et qui n'a pas pu faire bouger d'un iota la position de l'inspection académique, alors qu'il faudrait faire une ouverture sur cette commune. Justement, est-ce qu'il reste des choses à négocier L'inspecteur d'académie a-t-il vraiment une marge de manœuvre d'ici la rentrée ? En termes de poste, c'est difficile de négocier quoi que ce soit et d'accommoder quoi que ce soit, puisque moins 28 postes plus 709 élèves. Alors, cette prévision du rectorat de 709 élèves, c'est celle sur lesquelles on prévoit de faire la rentrée. Mais il faut savoir qu'à la rentrée 2010, on prévoyait 743 élèves dans nos écoles et à l'arrivée, on en a eu 1007, c'est-à-dire 263 élèves de plus. Si c'est le cas cette année, comment ça va se passer ? Et donc, l'inspecteur d'académie a été obligé d'ouvrir des classes
qui sont d'ailleurs comptabilisées dans les fameuses ouvertures que vous avez évoquées tout à l'heure, mais qui sont des classes déjà ouvertes, qu'on a ouvertes avec des moyens de remplacement parce qu'on n'a pas de quoi faire autrement. Très clairement, ça veut dire quoi? Plus d'élèves par classe au final à la rentrée? En moyenne, c'est plus d'élèves par classe après fermeture de classe, quand on ferme des classes, on se retrouve avec des écoles où on atteint le seuil d'ouverture. C'est-à-dire on va se retrouver avec des écoles où il y a 27 élèves en moyenne par classe, d'autres à 26,5 en moyenne par classe. Le seuil d'ouverture, c'est 27 à 30, l'école maternelle de Montagnac, on devrait ouvrir une classe, l'inspecteur d'académie refuse de le faire. On aura dans cette école maternelle 33 élèves par classe en moyenne. On est au-delà du seuil, là, du coup, pour réouvrir. Jamais vu, mais surtout là, c'est une zone considérée comme difficile, du point de vue de l'inspection académique. Cette zone est étiquetée zone difficile du point de vue scolaire. On aura 33 élèves. Rappelez-nous les seuils, justement, pour fermer une classe et puis pour réouvrir, parce que les seuils ne sont pas les mêmes. Le seuil de fermeture de classe est en moyenne dans les écoles sans difficulté de 23 élèves. On ferme à 23 élèves et on ouvre à 27 élèves. De fait, l'inspecteur d'académie ne respecte pas ces seuils, mais nulle part. C'est-à-dire pas seulement dans les zones où il n'y a pas de difficulté. C'est la même chose dans ce qu'on appelait les ZEP auparavant et aujourd'hui les réseaux en mission réussite ou les réseaux de réussite scolaire, qui sont particulièrement touchés. Vous prenez le quartier du Petit Bar à Montpellier est particulièrement affecté par les fermetures de classes, par les fermetures des postes de ces maîtres spécialisés qui travaillent dans les réseaux d'aide. On a vu beaucoup de parents mobilisés d'ailleurs sur les manifestations de ces quartiers-là. Mais c'est le caractère inédit de la situation. Tout le département est touché, dans les zones de montagne et les zones rurales, dans les zones urbaines, dans les zones de catégorie sociale, classe moyenne, dirons-nous, et dans les zones de catégorie sociale défavorisée. Et c'est ce qui est insupportable, inacceptable, et c'est ce qui explique cette colère montante, comme vous dites, et ces mobilisations de parents, d'occupation d'écoles, de blocage de routes. Il y en aura encore la semaine prochaine d'ailleurs. Un mot des postes RASED, le réseau d'aide spécialisé des élèves en difficulté. D'abord, les classes d'adaptation sont supprimées. Il restera 24 postes de RASED, mais qui tourneront dans les écoles. Comment ça va se passer exactement? C'est pas tout à fait. Il restera 24 postes de RASED. Il y a plus de postes de RASED que ça dans l'ensemble du département. Il y aura des postes qui vont comme ça tourner d'école en école. L'inspecteur d'académie ferme 30 postes correspondant à ce qu'on appelle des classes d'adaptation, mais qui font un travail d'aide aux élèves en difficulté, bien sûr. Et il n'en rouvre que 25. Voilà. Ce qui fait qu'on perd 5 postes du fait de ce jeu. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ferme 15 postes et demi de maîtres spécialisés qu'on appelait des maîtres surnuméraires, qui étaient en surnombre dans des écoles, mais qui faisaient du travail d'aide aux élèves en difficulté. Donc, globalement, on perd 21 postes et demi. On fera du saupoudrage à l'avenir. Il est plus possible de faire un travail d'accompagnement, de proximité et de long terme auprès d'enfants en difficulté. Le suivi, parce que je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'inspecteur. Est-ce que justement l'enseignant sera plus réduit à un pompier volant qu'à un vrai enseignant qui fait du soutien et du suivi avec des élèves en difficulté? C'est exactement ça, vous avez tout compris. Ces enseignants vont tourner pour faire des petites interventions en cas d'urgence à tel ou tel endroit, mais il n'y aura plus de suivi en continu pour ces élèves. Et surtout, ça c'est là où les postes sont maintenus ou sont réinvestis. Mais là, si vous prenez le centre-ville de Montpellier, on ferme 6 postes comme ça et on n'en rouvre aucun. Là, c'est une perte sèche. C'est des élèves qui étaient accompagnés, qui ne seront plus du tout. Globalement, sur la ville de Montpellier, par exemple, on ferme 11 postes, on en réinjecte 2. Globalement, on en perd 9. C'est vraiment un déficit, un défaut d'accompagnement de la grande difficulté scolaire, parce que ce sont ces missions-là qu'exercent ces maîtres spécialisés. Patrick Toledano, vous parliez des actions. Vont-elles continuer? Est-ce qu'il y a des actions prévues la semaine prochaine, par exemple? C'est déjà prévu. Avant de venir dans votre journal, nous étions avec les représentants des parents d'élèves, des élus et de toutes les organisations syndicales des écoles. Nous avons prévu un premier rendez-vous mardi dans toutes les écoles, mardi après la classe, de regroupement parents-enseignants pour préparer la manifestation qui se tiendra à 14h30 mercredi. Donc le mercredi 13, qui est le jour du report du comité départemental de l'éducation nationale qui n'a pas pu se tenir aujourd'hui. Et nous appellerons la semaine suivante, le mardi 19, à une nuit des écoles dans le département de l'Hérault. On va suivre évidemment tous ces rendez-vous. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'info en direct sur TV Sud Montpellier, c'est lundi à 12h30. Très bon week-end estival à tous.